Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue. On est présentement le 20 janvier 2021. En temps de COVID, la vie est difficile ou était difficile parce que qu'est-ce qui vient de se passer? Le La Ligue hockey, baby! nationale est de retour. Le Canadien est de retour. Les Maple Leafs pour les personnes stupides comme Kevin, qu'on va vous parler un peu plus tard. On aime ça, on aime ça. Bienvenue. On est les DG du dimanche. Bienvenue au premier podcast de cette saison 2021. Donc, évidemment, c'est le premier podcast. Ça risque d'être un peu chaotique. Mais en gros, on est des passionnés de hockey qui vont vous parler non seulement de hockey, mais du Canadien, de sport en général. L'épisode de ce soir, ou plutôt de cet après-midi, dépendant de l'heure que vous l'écoutez, va être entièrement consacré au hockey. On va faire un petit tour d'horizon en premier. Vous allez montrer des sujets par la suite. Donc je m'appelle Pierre-Luc. Ensuite, il y a mon cher cousin et ami Kevin. Kevin, tu peux t'introduire rapidement? Yes, Kevin, fan de hockey, panéliste en chef ici. On va avoir du fun, on est là pour avoir du fun puis essayer de donner l'information au monde un peu. Excellent. Ensuite, on a le magnifique William Leblanc. Salut tout le monde, William Leblanc. Écoute, on est là pour avoir du fun, nouvelle aventure. Ça va être cool. On parle de hockey, on parle de football, de F1, de soccer, name it, amenez-en. Amenez vos sujets, on va en parler. Donc, un petit tour d'horizon de ce qui va se passer aujourd'hui. Évidemment, une petite introduction. On va commencer par les ajouts du Canadien pendant cet été. Marc Bergevin qui a été extrêmement occupé. Le Canadien qui a connu son plus gros entre-saison depuis que moi, je suis né, tout simplement. On avait de l'argent sur la masse salariale depuis plus de 10 ans. On a fini par la dépenser. Est-ce que ça va porter fruit? Donc, nos impressions sur ça. Ensuite, on va faire un petit tour de la division canadienne. Parce qu'à cause du COVID, évidemment, le remaniement des divisions fait en sorte que le Canadien se retrouve dans une division uniquement canadienne. Donc, on va faire aussi une prédiction du classement à la fin de la saison, dans la saison réduite à 56 matchs. Écoute, on va en parler tantôt, là, mais j'aille pas ça, moi, les rivalités que ça va créer, je trouve, avoir 10 matchs, 19 matchs contre les équipes. équipes. Oui, déjà, on a vu des équipes qui ont commencé à se battre, comme les Jackets et les Red Wings, qui ont joué 2-3 matchs, puis déjà, deux matchs en 2 soirs contre la même équipe dans le même aréna. Jeu des petits échantillons comme Nurse, Gallagher qui vient de se chercher 2 games de suite, Gallagher qui va se venger sur le backboard. Exactement, tu sais que je pense que c'est comme ça qu'on aime bien du hockey. En On Jase que j'écoutais justement de RDS qui parlait justement de cette situation-là, qui dit d'une saison régulière normale, on joue contre les Oilers, mettons une fois en octobre, puis l'autre fois va peut-être être à la fin de la saison, au mois de mars, ben des petits coups comme ça, il n'y a plus d'animosité, tandis que là, quand on joue tout le temps contre les mêmes équipes, il y a comme tout le temps cette animosité-là justement qui revient, là. Ensuite, on va parler du match de ce soir, parce qu'il y a un match ce soir à 22h, le Canadien qui joue contre les Canucks le 20 janvier. Au moment où ça va être diffusé sur YouTube, le match va être passé. Mais en même temps, c'est le premier podcast, c'est un test. À l'avenir, évidemment, les podcasts vont être release ou avant un match, là, évidemment, pour qu'on puisse faire nos impressions. Mais on va quand même le faire pour le test et pour le plaisir de la chose. En même temps, on va pouvoir voir demain à quel point on était stupide et qu'on avait complètement pas raison. Les forces et faiblesses des deux équipes de ce soir. On va parler de déception et des surprises, tant chez les joueurs que chez les équipes jusqu'à maintenant dans la Ligue nationale. Un petit coin rumeur, entre autres Pierre-Luc Dubois, John Tortorella, plusieurs choses comme ça. Puis on va se mouiller sur nos favoris pour le trophée Calder, remis à la recrue de la Ligue dans la Ligue nationale. Sounds good. En premier, si vous voulez faire une petite intro, je vous laisse, les gars, on peut parler des ajouts du Canadien durant l'été. Marc Bergevin, qui, ma foi, n'a pas chômé quand le trois quarts du Québec ne travaillait plus. Lui, il était au boulot plus que jamais. En effet, écoute, moi, la joue la plus importante que je trouve, là, ça a l'air moindre, mais Jake Allen, c'est pas le nom qui est le plus sexy, mais tabarnane, il l'a mis lundi contre. C'est lundi contre les Oilers. Puis, tu sais, le monde sur Twitter, je lisais ça, puis il était genre, Chris, on aurait dû mettre Price, puis il était rentré dans la tête des Oilers. Mais c'est pour ça qu'on allait chercher un gars comme ça. On le paye cher, oui, mais c'est un gardien numéro 1, il ne faut pas avoir le peur de le mettre. On n'a pas juste besoin de le mettre back-to-back. C'est un gars qu'on pourra ménager Price à long terme. Puis tout le monde le sait, écoute, Price, quand on arrive en série, puis qu'il est reposé, c'est une game différente. Là. Ce gars-là, il peut aller chercher des matchs à lui seul. Là, exactement, comme on l'a vu dans la bulle, tout simplement. Exactement. Fait que ça va être le bénéfice de ça, je trouve. Là. Absolument. Ouais, écoute, le Canadien a finalement été chercher des joueurs en offensive. Dans la fois, c'était l'été de Giunta, Gomez, Camilleri. Là, on va chercher des gars comme Anderson et Toffoli, finalement des marqueurs, 2 marqueurs qui peuvent y aller jusqu'à 30 buts si sont en forme. On a déjà vu l'impact d'Anderson, rapide, fort, un power forward comme on dit, mais qui peut jouer avec un gars comme Drouin, et les deux ont talent offensif. Toffoli, jusqu'à maintenant, il
subtil sa feuille de pointage, mais ça glace, tu le vois. Il tarde à se faire valoir au niveau des points. Il a eu les chances, mais on dirait c'est souvent le stress. Tu tiens ton bâton un peu trop tête, tu rates la cible, mais on sait que c'est un gars qui peut scorer 20 buts année après année. Donc ça, on va être transparent, les boys. T'sais. On parle d'Henderson, on s'entend, tout le monde l'aime, là, mais à la date de l'échange, est-ce que vous acceptiez cet échange-là? Est-ce que vous l'aimiez? Honnêtement, je trouve qu'on avait trop donné. En donnant un gars de 60 points en Domi et un choix de repêchage. Moi, j'étais correct. J'adorais l'échange parce que Domi, j'avais de la misère. Je trouve que c'est un gars qui est marginal, peut te faire 70 points, comme il peut te faire perdre 6 matchs en ligne parce qu'il pogne des pénalités stupides en fin de match. On le voit déjà avec Tortorella. Qu'est-ce que ça fait? Déjà des rumeurs, déjà des flamèches, ça va déjà pas bien. Aucun point, -3. Bon, là, il y a eu une passe hier. Il est rendu à -5 avec la game d'aujourd'hui. C'est ça. Passe. Exactement. Tandis que Josh Anderson, on le sait, c'est un gars d'énergie, il frappe, il patine, il a des mains, il peut tout faire, ce gars-là. Le moment où, par exemple, j'ai eu un doute, c'est le contrat de 7 ans. Le contrat de 7 ans à plus que 5 millions par année. Là, j'ai eu une petite peur. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce contrat-là? Est-ce que ça va faire un peu comme des gars qui signent sur les agents libres? Exemple, Matt Beleskey avec Boston il y a quelques années, sort d'une grosse saison avec Anaheim, puis après ça, c'est un lourd fardeau. On l'a vu à Carl Osner. Là, c'était pas un agent libre, c'est une transaction, mais c'est un gars qui a manqué une saison complète et qui a scoré un but l'année passée. Ouais. C'est ça. Mais je pense que Marc, je ne sais pas si vous l'avez écouté à TSN 690, il y a pas ça que Tony Marinaro, je pense qu'il explique un petit peu, c'est que si tu ne donnes pas ce contrat-là, quelqu'un d'autre va lui donner. Donc sinon, tu as amené ce gars-là ici à Montréal, tu faisais un peu comme les Jackets ont fait. Donc Domi ne voulait pas s'engager à long terme avec les Jackets, il a signé un contrat de 2 ans. Après 2 ans, il tombe tout de suite UFA. Puis là, s'il quitte Columbus, on s'entend que l'échange est perdant automatiquement. Tu as un rental de 2 ans pour avoir un gars comme Domi, puis l'autre, à l'autre contrepartie, vont chercher Anderson puis puissent la garder 7 ans dans leur équipe à long terme. Donc, si tu ne lui donnes pas ce contrôle en tant que tel, on s'entend que Montréal, oui, nous autres, on aime ça, c'est notre équipe, mais c'est un qui est né à tu regardes LA. de manière objective, tu dis cette transaction-là peut tellement... C'est des high risk, high reward. Tu payes gros, mais ça peut rapporter tellement plus. Parce que Anderson, il fait beaucoup plus que juste carrer des buts. Il patine, il frappe, il est impliqué. Tu le vois, déjà, je trouve un gars comme Drouin a l'air d'avoir plus d'aise. Quand tu as un gros gars de 6 pieds 3, 250 livres comme Josh Anderson à tes côtés, là, tu te sens plus gros dans tes patins. Moi, il y a 2 ans, je ne le connaissais même pas. Là, puis j'ai vu une game des Canadiens contre les Jackets. Là, puis ce gars-là était partout sur la glace. Le gros 77, les frappés, ce qui était, je pense qu'il a fait 2 buts. Je me disais, tabarnak, c'est qui ce gars-là? Je m'envoie sur HockeyDB, drafté 4e round. Un peu un fuck-all qu'on appelle. Là. Puis est-ce que je suis en amour avec ce gars-là à partir de ce journée-là? L'année passée, oui, on n'apprend pas en contrepartie. Écoute, le gars était blessé. Quand on joue blessé, on s'entend qu'est-ce que ça fait. C'est comme Drouin qui est revenu de sa blessure. Là, tu ne peux pas te fier à ça. Là. Le gars, il joue, puis en même temps, il n'est pas là, mais c'est tout un ajout pour le Canadien, on s'entend. Là. Absolument. Sinon aussi, au niveau de la ligne bleue, c'est un mouvement qui Edmondson, peut paraître beaucoup, mais un gars comme Joel Edmondson vient tellement stabiliser ta défense, surtout avec l'arrivée de Romanov, parce qu'on le savait tous que Romanov allait arriver. Est-ce qu'on pensait qu'elle allait être aussi bon? Non, ça, on va en parler plus tard de toute façon. Mais un gars comme Edmondson, bon, les premiers matchs, ça a été difficile, mais tu sais, le premier match. Le premier match, parce que tu regardes ça après. Puis... La misère à trouver son pace, mais après, là, les 2 derniers games, là, le gars est solide, il patine, il fait, c'est tabarnak. Je trouvais qu'il avait l'air nerveux à la glace, mais finalement, écoute, il est rendu 4e dans la ligue, plus ou moins. Je pense qu'il est rendu à +5, c'est ça. Il est là quand il compte, on ne sait pas ce qu'il est là. Il a commencé à jouer physiquement. Le dernier game, je pense 6 minutes en déplay. Le gars est solide, c'est pour ça qu'on l'a amené. C'est pas pour être flashy, être sexy sur la glace. C'est vraiment là, son aspect défensif et être solide. Là. Puis, tu sais, j'amène ça comme ça. Là. Je trouve que les Canadiens ont bâti le défensif un peu comme le programme d'équipe Canada aux Olympiques. En 2014, je ne sais pas si vous vous en souvenez, là, on n'est pas allé chercher les joueurs avec le plus de talent, les joueurs les plus... non. On avait été chercher un J-Bo. Un Vlasic. Tu sais, on s'entend, il y avait des gars avec beaucoup plus de skills avec la POC qui n'ont même pas été pris. Mais qu'est-ce que ça a fait? Le Canada a gagné l'or. Je ne dis pas que les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley, mais je vois un peu tu sais, le système défensif, l'équipe, le système de jeu qui a été mis en place. Je pense que tout est compté là-dessus. Là. Ouais. Surtout que c'est une grosse défensive. Tous nos défenseurs sont en haut de 6 pieds maintenant. À part, mettons, Victor Mété qui est dans l'équipe de réserve ou Kulak qui n'est pas le plus grand défenseur. Mais Edmondson, c'est 6 pieds 4. Weber, c'est 6 pieds 5. Sherrod, c'est 6 pieds 3. Tu as des gros défenseurs qui, si tu vas devant le net, tu es mieux d'être prêt à payer le prix parce qu'on l'a vu, Austin Matthews, des cross-checks, tu vas en avoir, ça va faire mal. Oui, le hockey a changé, mais on s'entend. Là, on voit la différence quand on écoute les matchs. Là. Les gars sont gros. Mais, tu sais, ce que ça prend à cette heure, c'est un hybride. C'est un défenseur qui est gros, qui fesse et qui patine. T'sais, à part Weber, bon, il n'y a pas le coup de patin plus fluide, mais Sherrod, c'est un gars qui a un coup de patin absolument extraordinaire pour sa grosseur. Edmondson, on ne le remarquait pas, mais c'est un très bon patineur. Là. Il a un bon skating.
Fait que, c'est Je pas des gars pense qui vont que- se faire déborder en vitesse. Là, non Exact. plus. Même au repêchage, on est allé dans la même veine. Je pense qu'on avait Goulet au championnat Goulet. junior. Là. C'est un gros gars, 6'3". Il patine. Là. Excuse-moi, là, il Exact, keep up exact. avec les avants facilement. Là. C'est pas le gars qui va faire 3 buts, 4 passes dans une game, mais il est tout le Exact. temps à l'air défensif puis il fait les allers-retours. Parce C'est qu'on ça. le voit avec Victor Mété, tu sais, oui, les petits défenseurs rapides, c'est rendu important dans la Ligue nationale. T'as des Quinn Hughes, t'as des Torrey Krug, mais ça, c'est des talents exceptionnels. Quand t'as un def average qui est bon, mais sans plus, s'il n'y a pas le physique pour aller avec son manque de talent, si on veut, ça mènera à rien. Tu sais, Victor Mété, ça fait 3 ans qu'il est dans la Ligue, puis jamais il a été capable de step up et dire OK, ce gars-là, il est prêt pour la Ligue nationale. Tu sais. Il y a eu des bons flashs, mais à un moment donné, les équipes l'ont su. Tu avais le côté Weber, tu avais le côté Mété. Il allait du côté Exact. Mété. Beaucoup de Il n'y skills. avait pas de le battre de vitesse, il allait sur le forecheck. Puis... Patin élite, on s'entend là-dessus. Hockey sense through the roof, le gars. Là. Mais quand il arrive en attaque, il y a un shot. Le shot est weak, on s'entend. Là. C'est un des plus faibles shots de la. Un beau muffin, comme on appelle dans le jargon. Là, Et voilà, peut-être qu'il va prendre confiance, on va pouvoir travailler sur son shot puis driver ça. Mais le gars, il a les skills, sérieux, je l'aime. Je suis allé voir une game de Canadiens il y a 2 ans. À un moment donné, il a pogné la puck en arrière de son net. Il est parti, puis il était comme face à moi. Je me suis dit, tabarnane, que Drouin, il a des skills. Le gars, il passe, c'est le numéro 53, c'est le Mété. Je me dis, tabarnane. Ah non, ce gars-là, il est juste pogné dans un corps. Ah, c'est ça, exact. Fait que le gars, il a des skills. Mais on s'entend qu'avec la profondeur présentement, puis la façon que Romanov est arrivé puis il prend sa place, c'est sûr que là, on est place pour le Mété, on s'entend. Mais là, tu nommes Romanov, PL, t'en as mis un peu Torrey Krug. Je trouve que quand je regarde patiner Romanov, là, je trouve qu'il me fait penser à lui. Il patine la tête dans les airs. Là. On voit qu'il est rapide dans les jambes, et on voit qu'il veut le puck, puis il est prêt à frapper pour l'avoir. Moi, je l'aime, j'aurais aimé ça le regarder à l'arrêt. Ce qui me surprend tellement de Romanov, c'est à quel point il est à l'aise, ce gars-là. Ce gars-là, il est rendu à 3 games d'expérience dans la Ligue nationale. Puis dès son premier chiffre, là, on dirait que ça faisait 5 ans qu'il était là. La confiance. La tête haute, passe confiance, il prend son temps. Puis quand il y a pas, tu le ressens, la confiance d'un gars. C'est pas qu'est-ce que je fais, c'est je prends mon temps, il y a un gars là, je passe sur le tape, les passes sont crisp, sont rapides, sont précises. Ouais. Ses shots, c'est pas nécessairement le shot le plus puissant, mais son shot est sur le net tout le temps. Ouais. Puis le Combien de gars, fois on a vu Piqué Souban, là, un gros one-timer, 8 pieds dans la baie vitrée. Ouais. Puis le gars, il en mange du hockey, ça réussit pas juste son talent. Tu vois, il est premier sur la glace aux pratiques, dernier sorti. Ouais, Le gars, il est arrivé de Russie avec sa fiancée. Ils ont fait la quarantaine. Il est là à grind, travailler. Sa blonde reste dans son appart. Le gars, il est venu pour jouer au hockey. Puis, voilà. Mais tu sais, déjà qu'un gars de cet âge-là rentre dans la ligue, il a une fiancée. Le gars, il est sérieux. La plupart des gars, ils rentrent dans la ligne, ils ont 18-19 ans. Le Tinder se fait aller, la drogue se fait aller, puis l'argent se fait aller. J'écoutais justement le podcast de Spittin' Chicklets avec Paul Bissonnette puis Ryan Whitney. Il parlait avec Kirby Doc. Puis là, c'était comme le F-word tout le temps. Fuck. Puis il parlait tout croche. Puis il parlait que c'était acheté un G-Wagon de Mercedes la première semaine qu'il est rentré dans la ligue. Puis que ça marchait donc avec les pitounes. Ah, c'est clair, là, man. Eux autres, ils le voient comme un leader. Comme ça, tu as un gars comme Romanov qui rentre, qui est fiancé, qui est le premier sur la patinoire, qui est le dernier parti, qui est venu passer, qui est venu dans la bulle, même s'il ne pouvait pas jouer pour apprendre à connaître les gars. Pas juste ça, là, ce gars-là, là, à Moscou, là, il y avait des offres de contrat qui devaient être 4 fois plus grosses que celles du CH. Puis nous autres, à cause du entry-level contract, il y a un plafond maximum à respecter. Mais tu sais, le gars, il est venu pour jouer dans NHL, c'est ça qu'il voulait. Il n'est pas venu pour l'argent. Là. Ah oui. Puis le show, il fait pas peur. Il est à Montréal, mais ça n'a pas l'air de faire peur. Il me fait penser, son style de jeu me fait penser un peu à André Markov qui a été avec le Canadien. Bon pour bouger la rondelle, bon offensivement, bon défensivement, calme. Mais tu as ce côté-là de Markov, puis tu as la personnalité. Markov, c'était un bloc de glace. Là. Tu lui dis allô, puis ça te répondait pas. Là. Tandis que Romanov, tu l'as juste vu à l'entraînement avec Price, il niaise, il joue, tout le temps le sourire, déjà en entrevue, super à l'aise. Écoute, au draft, là, ce gars-là, il parlait 0 mot anglais. Puis déjà là, après un an et demi, 18 mois à peu près, il parle mieux anglais, je trouve, qu'Evelyn, puis ça faisait 5 ans qu'il était ici. Evelyn, c'était un cas particulier. Là. Fait qu'en général, vos impressions sur l'entre-saison de Bergevin, si on avait donné une note de A à D, exemple. Là. Vas-y, Kev. Ben, je donne un A. Écoute, on peut pas. Si tu vas aller chez le A, on va jeter comme un gars comme Taylor Hall, mais on aurait eu moins de profondeur. Fait que rendu là, un bon A. On a été chez chaque position que ça nous prenait. Pas des coups de circuit, mais des bons coups sûrs, des doubles. Puis c'est merveilleux comme ça. Là. Écoute, moi, je vais avec un A aussi. Chapeau Bergevin. Je vais dire, j'étais le premier au trade deadline de vouloir échanger Tatar Petrie. Je me disais, tant qu'à rebuild, on évoque les jeunes. Tabarnouche, il a réussi à virer le bateau de bord, aller chercher les gars, puis là, on a une team compétitive. On est content de les avoir gardés. Tatar, le gars, il est parti sur la glace. Petrie, 5 points, 3 games, c'est ça. Fait que, il y a un pointeur de défenseur de la Ligue, Petrie, en ce moment. Là. Oui. Pour moi, c'est OK. La chose qui a fait Bergevin, elle a fait OK, on push.
C'est le numéro 14 qui est en arrière de moi là-bas. Nick Suzuki. Ah, exact. C'est la Ce bulle. gars-là, la bulle, progression exact. constante, mais constante, c'est incroyable. Ouais. C'est ça qui a fait la différence. Je pense que fait que Bergevin a fait, c'est quoi? On y va cette année, on a de l'argent à dépenser, on va la dépenser. On re-signe Gallagher, on re-signe Petrie. Bon, là, il reste les dossiers d'Anno Tatar, ça, c'est une autre histoire. Mais même Suzuki, l'échange de Domi avec qu'est-ce qu'on a vu dans la bulle, on s'entend. On se disait c'est peut-être un down year l'année passée. Le gars, il revient 4 mois après. Je pense qu'il y a eu 3 points en 10 matchs, je pense, mais ces 3 points, il y a eu pendant un match. Il y a eu 9 matchs qui étaient invisibles, le gars. Là. Puis ça boude, puis tu sais, mauvaise pénalité. Exact. On connaît son père, Ty Domi, c'est un gars de caractère. Max, il est pareil. Il adorait ça être à Montréal quand ça va bien. Mais quand ça va pas bien, c'est une autre histoire. Je pense qu'il serait le temps qu'on passe, dans le fond, autour de la division canadienne. Parce que complètement exceptionnel, là, ce qui se passe. En gros, un petit tour des équipes, des ajouts ou des retraits, dans le cas de Vancouver, si on regarde ça, parce que c'est plus les Flames de Calgary, c'est rendu les Flames de Vancouver, semble-t-il. On a été chercher le backup goalie en Louis Domingue, on a été chercher Chris Tanev et on en passe. Quelle équipe canadienne s'est le plus améliorée outre le Canadien ou avec le Canadien, là, si vous décidez que c'est l'équipe qui est la plus améliorée, mais quelle équipe canadienne, vous pensez, a fait les meilleurs steps là, dans l'entre-saison? Tu peux y aller, Will. Écoute, les meilleurs steps, je suis extrêmement... On va en reparler tantôt, je suis vraiment surpris d'Ottawa. Ils sont allés chercher les bons agents libres. Puis même quand ils ont fait ça, ils ont signé Dadonov, ils ont signé Galchenyuk. Je me demandais pourquoi vous faites ça. Oui, vous donnez un show partisan, il n'y a même pas de partisans. Okay? Vous êtes là, vous bâtissez pour la jeunesse, vous rebuildez. Tant qu'à moi, j'aurais été le GM d'Orion, j'aurais continué à tanker, je serais allé chercher un bon draft pick. Ils vont quand même l'avoir, mais c'est gaspiller de l'argent. On s'entend que Melnick, il est plus gratteux que ça, je pense pas. Le gars, il a donné un contrat de 15 millions à Dadonov pour 3 ans, puis sachant très bien que son team ne compétitionnera pas. Écoute, j'ai un peu de misère avec ça, mais ils sont surprenants et ils ont une bonne saison. Ouais. Moi, je pense qu'il est arrivé, c'est que Melnick là, a dit à Pierre Dorion, tu piges dans la bine à rabais. Il est allé au Tigre géant, il a vu la belle bine à rabais là, après Noël, puis il disait, on va se gâter parce que les équipes n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas signer les gars. Nous, on a 40 millions de libres, on va les signer. Tu vas chercher un gars comme Derek Stepan, un excellent deuxième centre qui va être bon pour aider tes jeunes, va être bon pour aider Brady Ketchup, pour aider Tim Stujla, pour aider Drake Batterson. Va être bon, c'est un bon two-way, un bon mentor, parce que ça t'en prend des vétérans. Si t'as juste des jeunes, ça donne le même, excuse-moi l'expression, mais le shit show qu'Edmonton a depuis 20 ans. Là. Exact. Il s'est dit, je vais entourer mes jeunes. À défensive, il y a tout ce qu'il faut. Là. Il y a Brand, t'as plusieurs gars en arrière, t'as Thomas Chabot, t'as Brandstrom, tes prospects Sanderson qui ont drafté cette année. Fait que là, c'est le temps de greffer des vétérans tranquillement, qui sont pas trop vieux. Dadonov, Stépan, c'est fin vingtaine, début trentaine. Comme Tyler Johnson, il était au balotage, je me le demande encore avec l'argent qu'il avait. Là. Un scoreur, un bon pointeur. Je pense que c'était plus pour ne pas aider une équipe comme Tampa Bay, justement. D'après moi, le mot s'est passé dans la ligue. Là. Tu ne veux pas aider Tampa Bay. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait à la place? Ils ont été chercher des bons gars. Là. Ils ont fait une transaction, ils ont été chercher Cédric Paquette, qui, je pense, au prix qu'il apporte, est mieux qu'un Tyler Johnson. C'est sûr que Johnson n'allait pas te réclamer aux waivers, on s'entend. Le Tampa Bay était prêt à te donner des choix pour que tu prennes Johnson. Fait que tu ne le prendras pas pour rien. C'est comme Vancouver. Excuse-moi, j'allais dire Vancouver. C'est comme Vegas avec Fleury. Là. Il y avait une rumeur à un moment donné de donner un deuxième si tu prenais Fleury. Mais on s'entend qui va prendre le capite de 7 millions. Là? C'est l'enfer. Là. Même si c'est un très bon gardien. Avec la situation du COVID, que la masse salariale ne montera pas, les équipes sont en gorge. C'est vrai qu'il y a qui s'est c'est ça, c'est pour ça qu'ils sont allés avec des petits contrats pas chers de Cédric Paquette. Ils sont allés chercher Braden Coburn en défensive, qui sont des petits gars qui étaient signés pour 1 an, pas chers, qui vont pouvoir amener un momentum, puis amener un leadership, puis après un certain temps, si ça ne fait plus à job, tu n'es plus pogné avec comme Tyler Johnson, qui avait encore 3 ans à 5,5 millions. Écoute, je pense que toutes les équipes canadiennes ont des trous. Oui, je suis un fan des Canadiens, mais je trouve que c'est l'équipe la plus profonde. On va en parler tantôt. Là. Ils n'ont pas de faiblesse normalement. C'est Toronto, la défensive est so-so. Calgary sont très complets. Si Gaudreau peut step up, là, avoir un bounce back here, là, je pense qu'ils vont être très, très dangereux. Il y a une bonne défensive vieillissante, mais quand même, ils ont injecté du 109 avec ça. Ils sont allés Markstrom. Vancouver, Winnipeg, Edmonton, c'est tout le même problème. C'est top load sur le top 6, puis après, tabarnouche, je sais pas. T'as plus d'argent, puis le côté Vancouver, ça a été les erreurs de Jim Benning qui a mené à régresser, parce que cette équipe-là est en progression constante depuis une couple d'années, avec des gars comme Besser, comme Peterson, comme Quinn Hughes, ça allait bien, Thatcher Demko. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'ils n'ont plus d'argent. Exact. Ils ne peuvent plus signer Markstrom. Ils ne peuvent plus signer Chris Tanev à cause des contrats de marde, on va le dire, là, à Jay Beagle, à Roussel. Tyler Myers, le gars, il joue sur le 3e duo, je pense. Écoute, je ne suis pas sûr, mais c'est l'enfer. Il est signé à 6 millions. Je pense qu'il n'y a pas une année où Jim Benning n'a pas donné un mauvais contrat.
ça a commencé avec Louis Erickson, 6 ans, 6 millions pour 36. À ce temps, il est dans le taxi squad, puis il se la coule douce à payer 6 millions. Après ça, ça donne un contrat de fou à Roussel, un contrat de fou à JB Gold, qui sont des gars de profondeur signés pour 4 millions pour 4-5 ans. Fait que là, tu arrives, tu vas devoir signer Quinn Hughes éventuellement, tu vas devoir signer Peterson, tu vas devoir signer tout Brock Besser, puis tu n'auras plus l'argent. Fait qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu le choix de perdre des gars qu'ils ne voulaient pas perdre, c'est-à-dire Markstrom, Tanev. Exact. Les agents libres, c'est un couteau de deux tranchants. Oui, tu dis que tu perds un bon joueur parce que tu dis que tu perds pour rien, mais en tant que tel, mettez-vous dans la peau, mettons, de Columbus, là, qui ont perdu Panarin, oui, ça fait mal. Tu perds Bobrovski. Est-ce que tu aimerais mieux perdre Bobrovski ou l'avoir sur un contrat de 10 millions pendant 7 ans? Je pense que tout de suite, on l'a vu après une année en Floride que tu aimes mieux le perdre. Ça, c'est un cadeau. Là. C'est un cadeau qui n'a pas voulu rester à Columbus pour eux autres. Là. Fait que, en tant que tel, ça va dans les deux sens. Lucic, sûrement que Boston voulait leur signer. Tabarnan, il était ses agents libres. T'aurais-tu donné le contrat à Lucic? C'est le même quand c'est fou. Là. Ah oui, les agents libres, c'est un poison. Il y a une raison pourquoi les joueurs se ramassent là, à moins que ce soit un gars comme John Tavares qui veut quitter un marché ridicule comme Long Island. Tu payes un gars pour qu'est-ce qu'il a fait et non qu'est-ce qu'il va t'amener. Tu sais, Tatar, je l'adore. Tu paierais-tu 7 millions pour un gars de 70, comme un gars de 70 points, mettons, pour les 5 prochaines années? Même les gars de talent, tu check Matt Duchesne, il y a quoi, à 28 ans? Ce gars-là arrive sur les agents libres. Montréal, c'est dans son top 2. On est tous contents, Je peux te dire qu'en date d'aujourd'hui, là, moi, je suis pas mal content qu'il ait signé à Nashville par Montréal. Puis on était mindé, là, il a signé 8 millions à Nashville, là, puis je me suis dit, juste ça, voyons donc. C'est un vol. Pire saison de sa carrière l'année passée. On va voir cette année. C'est rien qu'une saison. L'échantillon est raison. Écoute, en plus, il est allé là pour le country plus que le hockey quasiment. Là, exact. Peut-être qu'à venir à Montréal, il aurait été plus concentré à la game. Il aurait eu un meilleur entourage. Là. Écoute, sinon, équipe qui a bien fait des agents libres depuis une couple d'années. Pas le choix d'y aller avec mes boys, les Maple Leafs. C'est vrai. Tavares allait le chercher. Écoute, Tavares fait la job. Il n'a pas été encore en déploiement en série, mais cette année, on est allé chercher des gars comme Thornton, on a allé chercher des gars comme Simon, de l'expérience. On a allé chercher finalement un def, TJ Brody qu'on a cherché. Des contrats pas stupides, des contrats courts. C'est quasiment parce qu'il n'a plus le choix d'y aller là, par exemple. T'sais. Oui, Tavares, c'était un bon signing parce que c'est un joueur franchise, mais quand ton core est aussi jeune, était là l'erreur. Son problème, c'était pas à la ligne de centre. Tu avais Kadri qui était un deuxième centre parfait. C'est un excellent deuxième centre. Tu as Matthews comme premier centre. Tu avais Nylander. Là, ils ont dû se débarrasser de Kasperi Kapanen, d'Andreas Jonsson. Ils remplacent ça par deux gars en fin de carrière. Défensive, OK, il était là le problème. C'est là que tu devais mettre ton argent. Puis il y avait les jeunes, il y avait les pics, il y avait tout ce qu'il fallait pour aller chercher un défenseur. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont signé un John Tavares à 11 millions qui leur a égorgé pour les 10 prochaines années. On l'aurait signé aussi, tabarnouche. Oui, mais on n'était pas dans la même situation que les Leafs. On n'avait pas d'Austin Matthews, on n'avait pas de Mitch Marner, on n'avait pas de Nylander. Ce qui prouve un point, moi je me dis, là, on dit tout le temps, écoute, il n'y a pas d'agent libre qui va venir à Montréal, il neige l'hiver, c'est rude. Les agents libres, ils veulent aller aucune chance de gagner. Écoute, Toronto, c'est pas mieux que Montréal. Là. Puis, depuis qu'ils ont Matthews, Marner, Nylander, name it, ils ont des agents libres. Tyler Toffoli, il y a 3 ans, qu'on a repêché Kéké, 3e overall. Penses-tu qu'il aurait signé à Montréal? Jamais. Non, là, on commence à avoir une équipe gagnante, les agents libres sont venus. Exactement. Son agent le dit, si c'était pas de la run en playoff que le Canadien a eu, il signait pas à Montréal, c'est ça qui l'a convaincu. Lui, il a parlé de Montréal, si Montréal t'intéressait, il a dit, en partant, je peux jouer, un gars de Toronto, il a marché pour un gros marché. C'est ça. Exact. Il se ramasse dans la parfaite chaise. Un 3e trio, 2e power play. C'est un gars de 20 buts, de l'expérience. Il a gagné une Coupe Stanley. Number one signing. Je pense qu'on pourrait y aller avec nos listes des équipes canadiennes. Oui, exactement. Je pensais qu'on allait pouvoir y aller avec ça. Donc, je vais partager ça à l'instant. Donc, on va commencer. Je suis là. Fait que je vais commencer avec ma liste. Moi, j'ai mis Toronto en premier parce que je pense que c'est une équipe qui est bâtie pour la saison régulière. Est-ce que je les vois se rendre loin en série? Absolument pas. Pas avec la défensive qu'ils ont. Puis encore là, c'est encore le superstar show là-bas. Tu regardes les Maple Leafs jouer, on veut scorer des buts, pas de défense. Je les vois premier en saison régulière parce qu'ils ont l'équipe pour, je pense. En série, quand la game change, ça, c'est une autre histoire. J'ai mis Montréal parce que c'est l'équipe la plus deep, tout simplement. Il n'y a aucune faiblesse chez le Canadien en ce moment. On va voir si ça va changer. Calgary, à cause d'une bonne équipe. Je pense que c'était un down year pour Monahan, pour Lindholm et pour Gaudreau. S'ils peuvent se replacer avec Markstrom qui ont signé une bonne défensive, ils peuvent facilement se ramasser là. Vancouver, qui ont encore relativement un bon core. Je pense qu'ils ont encore une bonne équipe. Je les vois encore là, quand même assez haut au classement. Winnipeg, c'est là que ça commence à être difficile. Une défensive extrêmement poreuse. Si Hellebuck n'a pas une autre saison de Vizina, cette équipe-là ne se rendra pas loin.
J'ai mis Ottawa parce que je me suis dit, il y a des jeunes qui poussent, qui veulent se prouver. Il y a des vétérans qui veulent montrer qu'ils ont encore rapport dans la Ligue nationale. Cette équipe-là va pouvoir jouer les troubles-fêtes un peu. Puis en dernier, j'ai mis Edmonton parce que de ce que j'ai vu depuis le début de la saison, first, ils n'ont pas de gardien. Smith est blessé à long terme. Koskinen, ce n'est pas un premier gardien. Défensive atroce, aucune profondeur, cette équipe-là. Si McDavid et Draisaitl ne font rien, ne gagnent pas de match. Puis même s'ils font de quoi, ils ne sont pas sûrs de gagner un match. McDavid peut faire un hat-trick, cette équipe-là peut trouver le moyen de perdre pareil. C'est pour ça que je les ai mis derniers, moi, dans la division. Écoute, j'y vais vite ici. Moi, c'est mes classements, comme Pierre-Luc, de saison régulière. On s'entend. Je pense que Toronto va finir premier. Qui va sortir gagnant de cette division-là? Écoute, moi, je pense que ça va être... Mettons qu'on évoque ces standings-là, là, Toronto contre Vancouver, Montréal, Calgary. Je pense que Montréal sort. Je pense que Toronto sort. Fait que Montréal-Toronto, je donne le edge à Montréal dans une série encore là pour le D, pour les gardiens, pour la défensive. Je pense que Montréal va sortir gagnant de ça. De 4 à 6, moi, c'est interchangeable. Écoute, j'ai mis Vancouver, Winnipeg, Edmonton. Tant qu'à moi, ils ont tous le même problème. Ils n'ont pas de profondeur. La défensive est so-so. Des bons gardiens. Puis Ottawa, écoute, oui, ils ont un bon début de saison, mais je persiste à croire qu'ils vont faire les derniers. Là. Je ne peux pas croire. Là. Je vais aller bien rapidement. Moi, Maple Leaf, écoute, ils ont le talent pour. On l'a vu en ce moment, son premier de la division canadienne déjà. Puis un gars comme Matthews, il a un but. Il a le talent pour en mettre 50. Puis en ce moment, il ne score pas. Puis ça va déjà bien pour les Maple Leafs. Ça prouve que, question profondeur, ils s'améliorent déjà. Montréal sont solides partout. Écoute, si les gars comme Price et Weber voient qu'ils ont l'opportunité de gagner, ils vont pousser à la game puis ils vont aller chercher. Écoute, les autres, on a parlé, les classements, ça ressemble. Fait que je vais tout de suite passer à Vancouver puis Ottawa. Vancouver, écoute, ils ont eu des bonnes années dans les derniers temps, mais là, si des gars comme Peterson, Bezer ne sont pas encore capables de lever l'équipe sur leurs épaules à des jeunes âges, je ne vois pas qui va le faire. Fait que, on va voir. Puis Ottawa, écoute, oui, l'avenir est brillant pour Ottawa, des bons jeunes. Chabot, il y a Kachuk, ils ont drafté en masse cette année, mais pour l'instant, ils sont encore une équipe de dernière division pour moi. Mm-hmm. Absolument. Totalement d'accord avec ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, les boys. Je pense qu'on pourrait skipper, dans le fond, le match de ce soir et les prédictions, là, parce que je ne veux pas faire un podcast de 2 heures non plus. Puis on a d'autres sujets, je pense, qui est plus important à parler, puisqu'au moment où on va poster les vidéos, de toute façon, le match va déjà avoir été disputé. On peut faire juste l'état des forces avec le classement, non? Oui, le petit état des forces, ça, par exemple, je pense que c'est un bon coup, parce que de toute façon, on joue 2 matchs en 2 soirs là, contre les Canucks. Donc, si on va faire une prédiction pour le match de ce soir, on va y aller là. Pour le tableau des forces pour les 2 prochains matchs. Donc là, voilà. Donc en premier, l'offensive, on a mis les Canucks. Je ne sais pas si tu veux en parler un peu. Même malgré la profondeur du Canadien, on n'a pas le choix de respecter le top 6. Là. Quand tu as Besser, tu as Peterson. Tu as Bo Horvat. Peterson a un mauvais début de saison, mais ce gars-là peut éclater et t'en mettre 3 sur le powerplay dans la même game. N'importe quand. Il a le talent pour. Exactement. Alors, Glender, la recrue, je ne l'haïs pas non plus, le tabarnouche, ce gars-là. À date, sérieusement, c'est leur meilleur attaquant depuis le début de la saison. Exact. Défensive, ben écoute, on a vu les Canadiens, on n'a pas le choix d'y aller avec ça. Là, grosse défensive mobile, solide. On parle de Glender qui a des skills, qui a de la vitesse. Mais on s'entend, il arrive dans le coin avec Sherrod. Je pense pas qu'il reparte avec la POC. C'est ça qui arrive. Je sais pas. En tout cas, moi, devant le filet avec Weber, j'aurais pas le meilleur moment de ma carrière. Dans les buts, je pense que c'est... on n'a pas besoin de le dire, Carey Price. Un gars de Vancouver s'affiche contre les Canucks en carrière 12-3-2 ou 12-2-3. Je ne me rappelle plus c'est quoi exactement, mais quand ce gars-là est à la maison, il est imbattable. Brandon Oldby a eu une saison désastreuse l'année passée. Donc, je ne le vois pas avoir une meilleure saison cette année. Il est sur la pente vieillissante. Thatcher Demko, c'est un bon jeune gardien. Mais un gars, j'ai hâte de voir, je pense. J'ai vu un tableau RDS. Brandon Gallagher vient de là. Il a joué son junior là. Il habite là dans l'entre-saison. Puis je pense qu'en cette partie, il y a juste 2 points. Il n'y a pas un but à Vancouver encore. Il prend là-bas. Non, mais il vient d'Edmonton, par exemple. Mais il a fait son junior à Vancouver, mais c'est un gars d'Edmonton. Ben, il habite présentement. Il habite à Vancouver. Oui, il habite à Vancouver là, pour être avec justement Price et tout. Là. Au niveau des unités spéciales, écoute, ça, j'aurais mis 50-50. On a mis le Canadien parce que depuis le début de la saison, le Canadien a un excellent désavantage numérique. On l'a vu tuer 7 pénalités contre Connor McDavid et Leon Draisaitl dans la même partie, puis ça n'a même pas été difficile. On a même marqué un but en plus. Au niveau de l'avantage numérique avec Romanov, Petrie, Weber, Tatar, Suzuki, Kotkaniemi, Drouin, le talent est là. Suzuki, les 3 points cette année, c'est tout sur l'avantage numérique. On voit qu'il est capable d'être un vétéran sur l'avantage numérique, même s'il est tout jeune. Les deux vagues sont dominantes, on s'entend. Là.
Les années précédentes, tu avais vague 1, puis quand la vague 2 embarquait, on ne scorera pas si on va au prochain. C'est ça, on passe au prochain. On va mettre tout de suite la fourth line, envoyer Armia puis Lekonen sur le Cette année, peu importe quel qui commence, Romanov faut commencer sur la glace avec Kéké, ils sont toutes dominantes. C'est vraiment cool. Oui, on a des gars de talent finalement, ce qu'on n'avait pas depuis longtemps, puis c'est encourageant à voir. Là. Puis il reste encore un certain Cole Caulfield qui s'en a l'air qui est bon. Lui, ça, on n'embarquera pas là-dedans parce que. Un boss, c'est pas vrai. Fun fact. Non, grand fan de Caulfield. Fun fact rapide pour les idées spéciales, Vancouver est 0% cette année en powerplay, puis comme 27e sur tu sais, quand tu as Quinn Hughes, Brock Besser, Elias Peterson, puis que tu as 0%. Horvat. Fait que bon gardien sur l'avantage numérique avec tout ce talent offensif-là. Ensuite, au niveau coaching, pour l'expérience, Travis Green versus Claude Julien. Je ne suis pas le plus grand fan de Claude Julien, mais au cours des dernières années, je trouve qu'il a fait un step au niveau de son développement des jeunes, son utilisation des jeunes. Je persiste à croire. C'est dans une saison courte qu'il a gagné la Coupe avec Boston. Hein? Une saison courte avec les Canadiens. On va voir que ça va amener. On a un signe, là. Hey. Au niveau des impondérables, les imprévus, je pense que les Canucks sont dus pour en gagner une. C'est le firepower. Si un gars comme Peterson peut exploser, écoute, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Là, on s'entend, là? C'est ça. C'est le go-to guy qui peut faire la différence. Ils l'ont. C'est ça. Présentement, si on l'a d'un but, donc ça pourrait être 50-50 aussi parce qu'on l'a le 31 d'un but qui peut faire la différence, mais on y était avec Vancouver pour leur donner une chance parce qu'à date, ça n'allait pas bien. Au niveau momentum, qu'est-ce que vous en pensez? Momentum est 100% pour le Canadien. Ah ouais. Même pas d'hésitation. Sort de 2 grosses victoires à Edmonton, shutdown les 2 meilleurs joueurs de la Ligue. Tu arrives contre une bonne offensive, oui, avec les Canucks, mais écoute, les joueurs ne se réveillent pas encore, fait que nous autres, on est primés. Écoute, sérieusement, sur un road trip, là, commencer la saison de 6 matchs, moi, je me suis dit, si on va chercher, mettons, 7 points, là, écoute, c'est bon. C'est une victoire pour le moral, pour la team. On est déjà à 5. On est déjà à 5, tabarnane. Le momentum est là, les boys. Hein. Moi, je vais me mouiller, dans le fond, aux 3 matchs en ligne à Vancouver. Je vais tout de suite me mouiller et dire que le Canadien va en gagner 2 sur ces 3-là. Donc, il va gagner aujourd'hui, il va perdre demain. Et puis samedi, qui est le prochain match, donne une victoire aux Canadiens. Vos prédictions? Vas-y, mon Will. Moi, je dirais même, man, 3 victoires, mais 1 en prolongation. On va y aller comme ça, là. OK, on y va, là, la prédiction, là. Je te dis pas laquelle, là. Mais écoute, ça, c'est évidemment, si les lignes peuvent continuer à être solides, puis on peut avoir la contribution sur nos 4 lignes. Là. Si le bottom 6 tombe stagnant, on s'entend que la 3e ligne s'est réveillée encore, là, mais si la 4e ligne met moins de pression, moins de forecheck, puis on se fait out-match parce qu'on n'a pas le dernier changement, on s'entend. Là. Si Claude Julien met Evans sur la glace contre Peterson, puis on se fait out-match, ça peut dégénérer, ce sera pas long. Là. Oui, non, c'est ça, effectivement. Là. Ça peut changer assez vite. Bon, je pense que ça fait le tour au niveau canadien-Canucks. Ça va être 3 bons matchs, ça, c'est certain. Si le Canadien peut continuer sa lancée et être aussi intense qu'il a été depuis le début de la saison, moi, c'est quasiment des victoires assurées pour le Canadien, mais une saison de hockey, c'est jamais parfait. Tu vas en jouer des mauvais matchs. Est-ce que ça va arriver là? On va voir. On va espérer que non, évidemment. Puis garde, c'est ça. Vas-y, on va continuer. Non, vas-y, t'allais dire quelque chose. Même si le Canadien domine, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont passer avec les 2 points. Là. Excuse-moi, mais la première game contre Toronto, tant qu'à moi, le Canadien est la meilleure équipe sur la glace. Puis tabarnouche, ça finit qu'on perd. Là. Bad bounce, des pénalités. Oui, mais parlant de pénalités, je pense que c'est le plus gros problème du Canadien cette saison. Je pense que le seul point négatif, c'est l'indiscipline. Ça va être le jeu intense, mais souvent des pénalités de paresse. On a vu Armia dans le dernier match qui a comme pas patiné, accroche le gars, mauvaise pénalité. Après ça, Suzuki, même affaire, il y a 2 matchs. Puis là, des pénalités de dégager dans les estrades tout le temps. Il va falloir que ça arrête à m'amener. Aussi, les gars ont du caractère, mais il faut mettre la ligne. Gallagher, Weber qui veulent frapper tout ce qui bouge. Non, c'est ça. Gallagher, Weber aurait pu avoir 40 minutes de pénalité sur Austin Matthews au premier match de la saison. Disons qu'il a dû prendre un bain de glace après. Ensuite, je pense qu'on pourrait y aller avec, dans le fond, les déceptions et les surprises, tant chez les joueurs que chez les équipes dans la Ligue nationale jusqu'à présent. Vas-y, Kev. Écoute, moi, ma surprise, Jack Hughes. L'année passée, je l'ai trouvé bon, mais pour un choix de premier overall qui était tant louangé, je le trouvais quand même ordinaire. Cette année, écoute, c'est lui qui domine l'attaque des Devils. Déjà premier pointeur de la Ligue nationale avec sa game de hier. 6 points. Écoute, moi, j'aime bien ce que je vois de Hughes, puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui, effectivement, s'il continue sa lancée, puis continue à utiliser sa vitesse, puis avoir un peu confiance, puis gagner un peu de poids, ce gars-là peut faire des dommages. Puis j'ai écouté la game des Devils hier, justement, puis ce gars-là était partout sur la patinoire. Il y a eu un point qui a été enlevé quand un but a été refusé. Donc, il aurait pu en avoir 4. Tout simplement phénoménal. C'est ce que je voyais pas l'année passée quand j'écoutais les matchs des Devils. Je m'endormais parce que, c'est les Devils. Puis j'essayais de voir Hughes à l'œuvre, puis je voyais rien. Il n'y a rien qui me disait que ce gars-là mérite d'être premier overall.
ta déception, Kev? Ouais, ma déception, écoute, moi, c'est une déception qui vient à deux. Cam Atkinson puis Max Domi. Je voyais quand le bus se montait cet été, Domi qui voulait se prouver, il sortait de Montréal, il voulait montrer qu'il était un bon joueur. Atkinson qui est là puis qui dit j'ai fait 30 buts avant Taylor Hall. Pourquoi maintenant tout le monde dit que c'est à cause de lui que c'est arrivé? Écoute, cette année, on attendait voir ce que ça allait donner. Puis 2 beaux gros zéros. Atkinson, pas un point, Domi une passe. La saison Avant Panarin, tu veux dire, je pense. C'est possible? Ouais, t'as dit avant Hall, mais... Ouais, excuse, avant Panarin, c'est ça. Ok. Fait que cet été, il se défendait là-dessus, mais en tout cas, il a encore rien montré. Ouais, à présent, disons que si tu veux pull-up, si tu veux parler gros, il faut que tu joues gros. À date, ça n'a pas été le cas. On va y aller avec tes joueurs, William, puis après ça, on ira avec les équipes, là, chacun notre tour. Donc, OK, parfait. Bon, regarde, je vais y aller. La surprise, là, moi, ça va être vite, là. Kirill Kaprizov. Le gars, je savais qu'il était bon. Bonne carrière en Russie. Mais tu sais, il a amené une équipe qui avait une offensive anémique. Le Wild, il n'y a rien qui se passait là. Ça comptait 2 buts par match, c'était l'enfer. Puis là, cette année, à date, je pense qu'il y a seulement une période qu'ils n'ont pas scoré un goal. Là. Fait que le gars, il est partout, il est vite, il est encore meilleur que je pensais. On va parler du Calder tantôt, mais tant qu'à moi, présentement, là, c'est un no-brainer. Là. C'est lui. J'ai écouté une couple de périodes, dont l'overtime contre les Kings. Ce gars-là était partout sur la patinoire. Dès qu'il y avait une chance de scorer du Wild, c'est pas compliqué. Tu voyais le 97, c'était Kaprizov. C'est l'enfer. Après ça, tu mélanges ça avec un gars comme Kevin Fiala qui a connu un breakout year l'année passée, avec un gars qui s'en vient comme Matthew Boldy puis Marco Rossi. Ça peut être vraiment intéressant là, pour le Wild au cours des prochaines années. Écoute, puis la déception, moi, présentement, ça va être Rasmus Dahlin, défenseur de Buffalo. J'ai encore la conviction qu'il va être un des meilleurs joueurs pêchés en 2018. Ça, c'est un no-brainer pour moi. Ça aurait été mon first pick overall. Mais je me disais, cette année, avec Eichel, Hall, les deux ont déjà 6 points. Ils sont les meilleurs pointeurs de la Ligue avec Huge. Le gars, il a 0 points. C'est avec le powerplay qu'ils ont. Je me dis, j'attendais un peu plus de production de Dahlin. Ça va venir, on s'entend. Là, tout ce qu'on entend, c'est que c'est un bon two-way, il est bon défensivement, mais on dirait que les chiffres en attaque sont pas là, tandis que tu checkes comme un gars comme Miro Escanen, puis les chiffres sont là pour backup. Tout le monde, Darlin. OK, mais sont où les chiffres? C'est sûr qu'il y a plus que les chiffres, mais... Il est là, puis il fournit en offensive. C'est ça, un gars comme Kale McCarr qui arrive, puis qui est quasiment, au pire, le hard trust en tant que défenseur. Là, mais lui, c'est une autre histoire. Moi, au niveau surprise, j'aurais pu aller avec Kaprizov aussi, mais je suis allé avec Romanov. Je savais que ce jeune-là était bon, mais qu'il avait ce step-là, qu'il avait cette confiance-là. Ça m'a vraiment époustouflé. Ce gars-là est complet. La saison est jeune, il va avoir des mauvaises parties. J'ai hâte de voir comment il va réagir à un match, exemple, où tu fais un revirement qui mène à un but, puis un peu plus tard, tu fais un autre revirement qui mène à un autre but, parce que ça va arriver, ça arrive à tous les joueurs. McDavid en fait des erreurs, Dowdy en a fait des erreurs. J'ai hâte de voir comment il va réagir à ce moment-là. Mais présentement, c'est ma plus grande surprise. Au niveau déception, je suis allé avec Elias Pettersson. Ouais. Une seule passe depuis le début de la saison. Il n'arrive pas à produire. Il le dit lui-même qu'il n'a pas confiance en lui en ce moment. C'est un gars que, quand tu le vu arriver dans la ligue, tu as vu que la shot qu'il avait, le talent qu'il avait, ce gars-là va en faire 50 d'une couple d'années. L'année passée, une bonne saison également. Il y a eu des blessures. Là, cette année, qu'est-ce qui se passe? Il est en santé. Oui, JT Miller n'est pas là, mais tu ne vas pas me dire que c'est JT Miller qui fait Elias Pettersson. J'ai hâte de voir là, s'il va se réveiller. Là, parce qu'il y a bien des poolers qui ne vont pas être contents, ça continue. C'est sûr que la saison est vraiment jeune. J'espère juste qu'il ne va pas débloquer contre le Canadien, évidemment. Il peut attendre 3 games avant de commencer à la mettre dedans. Je serais bien les premiers games aussi qu'on a ôté JT Miller, puis que là, un gars comme Tyler Toffoli, puis là, il n'est pas grand marqueur à Vancouver. Là. Est-ce que c'est lui qui se rend trop de stress, que c'est le seul qui peut marquer des buts? Boervat peut marquer, mais reste que Boervat, c'est pas un marqueur. C'est un bon two-way. Brock Besser est un marqueur de but, mais tu sais. À part une bonne shot, Besser, je trouve qu'il n'est pas le joueur le plus complet. Là. Maintenant, au niveau des équipes, Kevin, toi, surprise? Ma surprise, je vais vous surprendre avec ma surprise. Moi, j'ai joué avec Long Island, qui sont 2 victoires, 1 défaite. C'est correct, mais l'affaire, c'est que 2 victoires qui n'ont accordé aucun but. Varlamov, à date, moi, d'un but, me surprend. 2-2, oui. La seule game qu'ils ont perdu, ils l'ont échappé comme du monde par 5 buts contre Pittsburgh, mais c'était pas Varlamov d'un but. C'était pas contre Pittsburgh, c'était contre New York. Ah, ok, ouais, ça se peut ça. Ouais, le back-to-back, c'est ça. Le back-to-back, ouais, c'est ça. Planté New York, puis après. Effectivement, Igor. Non, pas Igor, excuse, c'était Ilya Sorokin. C'est juste Sorokin est de l'autre bord. 2 bons prospects, ça, en passant. Oui, vraiment. L'avenir du filet avec Yaroslav Askarov. Les gardiens russes sont partout. Les 3 équipes de New York dans pas long vont être des puissances. Moi, je crois. C'est clair. Ah oui, absolument. Kevin, ta déception? Yes, ma déception. Écoute, moi, j'avais hâte de voir les Sabres aller. Je trouvais que ça allait être du bon hockey, voir Eichel et Hall ensemble. Finalement, c'est du bon hockey quand ils sont sur la glace, sinon il n'y a rien qui se passe. 4 games, 1 victoire. Hall et Eichel, top scorer de la Ligue, les deux dans le top 10. Mais à part de ça, cette équipe-là fait absolument rien. Jeff Skinner,
Quatrième trio, Skinner. Il faut qu'il fasse de quoi. Ouais. Là, la ligne, Il a signé 9 millions. Hein, Ouais, mais c'est pour répartir le talent qu'ils disent. Oui. Oui. Fait que, ouais, je suis surpris de les voir 27e dans la ligue, je pense qu'ils sont en ce moment. Là. Moi, j'aimerais ça les voir plus haut que ça. Ouais, il est temps qu'ils commencent une saison, ces chapeaux de roue, puis que ça continue de même parce que ça s'en vient là, un peu les Browns de Cleveland de la NFL. Ah, exact. Dans la NHL, c'est les Sabres de Buffalo. Bon, les Browns, ça va bien cette année, en tout cas, on va voir. 9 ou 10 ans de suite avec des choix top 10, je crois, c'est incroyable. Ouais, c'est complètement fou. OK. Écoute, je vais avec mes surprises, tabarnane. Moi, je vais y aller avec les Devils. Les Devils de Martin Brodeur, tabarnane. Absolument. Bonne offensive. Isher, même pas là encore. Puis les gars, ça contribue. Je pense pas Murray aux 5-6 buts présentement. Le bon vieux Piqué Souban, tabarnane, on le croyait mort. Le gars, il joue ice time. Je pense qu'il average 27 minutes par game. Lui, il est partout. Ouais, c'est fini les selfies avec Lindsey Vonn. Là. Ils sont plus ensemble. Il n'y a plus de selfies. On se concentre sur le hockey. Il faut qu'il se fasse une nouvelle blonde. Fait que faut qu'il booste ses stacks un peu. Moi, j'adore Miles Wood depuis le début de la saison. Rendu à 4 buts déjà. Il n'y a pas de dents dans la bouche, mais ma foi, il y a du grit, ce joueur-là. Il travaille fort. C'est pas le gars qui a le plus de talent, mais... Tant qu'à moi, c'est un des joueurs les mieux améliorés par rapport à la saison dernière. Oh, absolument. Le gars qui était, il avait du skills, mais là, tabarnane. Puis écoute, les déceptions, je vais y aller avec Edmonton. Moi, présentement, là, dans l'entre-saison, je les avais placés 4e dans la division canadienne. Puis j'ai pas eu le choix de mettre Vancouver au-dessus d'eux autres. Avec les 2 games qu'on vient de voir, pas de profondeur défensive. On s'entend que Clefbaum blessé pour la saison. C'est sûr que ça fait mal, là. Mais tabarnouche. Puis si parce qu'à un moment donné, les excuses à Edmonton, il serait temps que, tu sais... Puis let's go, moi je mettrais Evan Bouchard. J'ai fait un post sur Twitter, là, on s'entend, là, ça n'a pas rapport, là, mais si je serais eux, Evan Bouchard, je l'essayerais. Tu peux pas rien perdre avec ce gars-là. Ouais, tant qu'à mettre des gars comme Caleb Jones qui fait rien, Ethan Bear, OK, mais après ça, c'est moyen. C'est moyen. Ethan Bear, ils l'ont benché en plus, ça crée là. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, niveau surprise, c'est Ottawa. Oui, ils ont une seule victoire, mais ils ont vraiment donné du fil à retordre au Maple Leafs de Toronto. Ils ont joué des matchs complets. Puis là, tu as Tim Soujla qui a manqué le dernier match, mais cette équipe-là a donné un bon spectacle à chaque match. Puis j'ai l'impression qu'ils vont en faire des équipes. Sérieux, ils vont mettre des bâtons des rues, ils vont gosser, ils te lâcheront pas. Exact. In your face type of hockey, comme le Canadien en ce moment. On ferait bien de Toronto, là, mais j'ai pas hâte que les Canadiens les pognent pour vrai. Là. Non, absolument pas. C'est une équipe qui peut te faire mal. Puis avec un gars comme Matt Murray, oui, il y a eu des saisons difficiles, mais c'est un gars qui a 2 coupes Stanley derrière la cravate. Là. Il y a trop de gars qui veulent se prouver dans cette équipe-là. Ils ont comme tous des gars qui n'ont rien à perdre, mon gars. Fait que t'arrives là, puis c'est pas vrai. Exact. Puis tu sais, avec des jeunes comme Batterson, Stousley, Norris qui peuvent exploser n'importe quand, là, ça peut être dangereux. Ma déception, Columbus. C'est une équipe qui a tellement prouvé des belles choses dans les 2 dernières années. Ça élimine Tampa Bay il y a 2 ans. Oui, OK, il y avait Panarin et tout, mais l'année passée, ils ont montré qu'ils étaient capables de jouer sans ces gars-là. Anderson n'était pas là de l'année passée, donc tu ne vas pas me dire que c'est ça l'excuse. À part de ça, ils n'ont pas vraiment perdu de joueurs. Ils ont été chercher Max Domi. Le système ne marche plus. Il y a de quoi qui ne marche pas. Tortorella, là-bas, c'est Dubois qui veut s'en aller. Ça s'en vient un shit show complètement. Ça me déçoit vraiment d'une équipe comme Columbus qui faisait des bonnes strides puis qui finalement s'en venait une équipe là, qui s'en venait compétitive. Puis on dirait que tout ça est en train de excusez l'expression, mais est en train de chier dans la pelle, tout simplement. Ils sont dans le no man's land pour vrai. Est-ce qu'ils ont un choix de repêchage cette année? Je ne suis même pas sûr, tabarnouche. Je ne sais pas s'ils ont un first pick. Là. En tout cas, ils ont donné pour Duchesne. Ils sont allés comme all-in un petit peu. Ouais, ils ont allé all-in sur une année que ça a failli, mais... ouais, c'est ça. C'est ça. Ils ont... aller all-in, t'es genre, ça me semble que vous n'êtes pas rendus là, les boys. Puis là, cette année, ils sont comme dans le no man's land un peu. Je trouve une grosse défensive, Werenski, Jones. Les gars, ils mangent 30 minutes par game. Après ça, tabarnan, après le bottom six, puis après la top pair en défense. C'est Merzlikins qui a pris OK, là, mais... c'est pas avec ça que tu vas gagner une coupe, je pense, on s'entend, là. Justement, parlant des Blue Jackets, je pense qu'on pourrait aller avec le coin rumeur, là. La grosse rumeur, évidemment, c'est Pierre-Luc Dubois. Parenthèse rapido, j'ai oublié. Oui. Des coups de cœur qui m'ont surpris cette année. Je vais juste mentionner Bobby Ryan. Bobby, ben oui! La feel-good story. Bobby! Moi, ton polo, mon PL, Bobby Ryan. Écoute, oui, je déteste les Wings, mais j'ai un polo des Wings. Mais non, je suis content pour Bobby parce que ce gars-là, je ne sais pas si vous avez écouté le reportage qu'il y a eu à Sportsnet. Si vous ne l'avez pas écouté, ça vaut vraiment la peine. Un reportage sur son enfance. Son père était un alcoolique qui battait sa mère. C'était vraiment une enfance difficile. Puis là, il y a eu des problèmes d'alcool lui aussi tout au long de sa carrière. Puis de voir ce gars-là l'année passée, moi, je ne sais pas si vous avez vu le match, là, justement, qui est revenu au jeu à Ottawa, score un hat-trick. J'avais les larmes aux yeux. C'est de voir le gars au banc, un joueur de la Ligue nationale, un athlète, un dur, le voir au banc pleurer après parce qu'il y a le standing ovation. Je trouvais ça vraiment magnifique. Puis là, de voir un bon début de saison comme il y a avec les Red Wings, ben tant mieux pour le gars. J'espère que ça va continuer comme ça parce que c'est un gars qui a tellement eu de talent. Là. Ce gars-là aurait pu faire des saisons de 100 points non-stop dans la Ligue nationale.
Puis s'il peut retrouver un peu de son mojo et revenir avec des bonnes saisons, ben, tant mieux pour lui. Donc, le coin rumeur, Pierre-Luc Dubois, qu'on voit en arrière, mon cher Kevin. Ben, ton chandail ne sera pas bon longtemps, d'après moi, parce que Dubois, ça sent la fin. Fraîchement acheté cet été, en plus, après son contrat. Une belle erreur. Ben oui. Et Tortorella qui confirme, chose qui n'est pas habituelle, un coach qui confirme qu'un joueur a demandé un échange. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Y a-t-il une équipe qui va aller le chercher? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il faut penser que s'il est échangé à une division canadienne, on parle d'une quarantaine de 2 semaines. Donc, moi, tu perds des gars que tu échanges pendant 2 semaines puis tu n'as pas Pierre-Luc Dubois. Là. Écoute, l'intérêt va être là par tous les clubs. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Pour ce qui est du Canadien, on voit gros les offres passer. On entend les noms de KK, les top prospects comme Caulfield, Harris, Norlander. Moi, je me dis, écoute, j'adore Dubois, là, mais si le gars il s'appelait John Brown, là, je serais prêt à donner KK, Caulfield, un first, Harris. Présentement, on est seté avec notre ligne de centre. Puis moi, je vois les deux potentiels. J'ai encore au fond en KK 100%. Là, je pense qu'il peut avoir un plateau similaire là, au top 2 carrière, mettons 27-28 ans. Fait que tu vas aller donner un gars qui peut gagner peut-être éventuellement, qui peut faire, mettons, 30-35 buts en Caulfield. Un défenseur solide top 4, mettons comme Harris, comme Goulet, pour aller chercher le plus-value juste parce que c'est un Québec homeboy, moi j'appelle, c'est un gars d'ici. Oui, j'adorerais ça. Un gars de Sainte-Agathe-des-Monts, Pierre-Luc Dubois. Exact. Mais tu sais, moi, ce qui me fait capoter, c'est ce que le monde est prêt à donner. Tu sais, là, ça parle que Jarmo Kekalainen voudrait Nick Suzuki, Romanov, un choix de première ronde, puis 26 millions, puis on donne un Lotomax puis une Bentley en plus. Puis tu checkes les statistiques de ce gars-là, tu sais. Première saison, 20 buts, 28 passes, 40 points en 82 matchs. C'est excellent. T'sais. Deuxième saison, 27 buts, 34 passes, 61 points. Là, l'année passée, downgrade un peu, 18 buts, 31 passes, 49 points. Ce gars-là n'a jamais eu 30 buts encore. Sa meilleure saison, c'est 61 points. Oui, il est gros. Oui, il est two-way. Mais on a un qui peut déjà faire ce job-là qui s'appelle Nick Suzuki. Exact. Puis on a un gars comme Jesperi Kotkaniemi qui, je pense, a un potentiel tellement élevé. Là. C'est ça, oui, Dubois n'a pas fini de s'améliorer. Il va avoir des meilleures saisons que ça. Enlève le nom, la couleur de peau, regarde les statistiques, regarde le style de joueur. Ah oui, c'est un russe qui s'appelle Igor Choubarinov, puis on n'entend pas parler. Tu me demandes Suzuki, je raccroche tout de suite. Tu parles de KK, OK, ça prend un salary dump après, c'est correct, on peut travailler un petit peu. Mais si tu commences à me nommer mes 3 meilleurs espoirs avec KK, oublie ça, mon homme, là, ça ne marche pas. Là. Ah, exact. Ouais, moi, je m'en viens sur l'autre côté de la médaille. Écoute, moi, je pense que c'est pas Jean-Gabriel Pajot qu'on s'en va chercher. Dubois, oui, c'est un Québécois, mais n'empêche que c'est un choix de 3e overall. Puis il y a une raison pour ça. Le gars, il a 22 ans. Là, on dirait que le monde sur Facebook pense qu'il a 28 ans. Non, il commence sa carrière. Là, déjà, un gars qui peut faire 60 points. Un gars comme KK, on espère qu'il va devenir un Dubois. Fait que l'échanger puis mettre un choix de ronde avec un autre choix de ronde qu'on va espérer qu'il devienne un gars comme Dubois. Écoute, là, c'est des si contre un gars qui est déjà là, qui veut partir puis qui rêve de jouer sur un gros market de hockey comme à Montréal. Puis t'as un gars comme Tortorella en arrière de ça qui tord le bras de son DG, qui bench un Dubois puis qui va dire à tout le monde qu'il veut se faire changer. Ton offre maximum pour Dubois, ça serait quoi, mettons? Écoute, moi, je serais prêt à donner un... Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent exactement. S'ils veulent un def, je peux donner un gars. Les autres, ils ont dit c'est Nick Suzuki. Nick Suzuki part pas. Nick Suzuki, Romanov, c'est intouchable. C'est ça l'affaire. Puis ils ont demandé aux autres, Nick Suzuki et Romanov. Le Canadien a dit no way, vous ne touchez pas à ces gars-là. Vous autres, les boys, tu as le choix dans une transaction, peu importe la situation. Là. Dans votre tête à vous autres, là, Romanov a plus de valeur au système du CH que KK présentement? Absolument. Okay. Déjà, parce que des bons défenseurs, là, comme ça, avec. Moi, j'adore Kéké, on s'entend, le gars, il est tout le temps de bonne humeur, il veut travailler, il aime l'équipe, OK. Mais je pense que Romanov va apporter plus à long terme parce qu'on a déjà un gars comme Nick Suzuki. Tandis qu'à défense, à part Romanov, Weber Petrie ne veut pas ça à 34 puis 35 ans, 36, là, je ne sais plus. Au centre, on a déjà Jake Evans, on a déjà Suzuki, on a de la jeunesse. On a Dano qui n'est pas vu, on peut le re-signer. C'est ça l'affaire, c'est que Suzuki, c'est sûr que je ne touche pas parce que ce gars-là, je suis sûr qu'il va gagner un Selkie. Kotkaniemi, je suis prêt à négocier. Mais si, là, OK, là, ça prend Kotkaniemi. OK, ils veulent un choix. Bon, premier, deuxième choix. OK, mais là, il faut que tu donnes un salaire. Puis Byron, ils ne voudront pas de ton Paul Byron. En partant, ça ne marchera pas parce que Byron est 3,4 puis Dubois est 5 millions puis on est à 700 000 de la masse. Fait qu'il faut que tu libères un 5 millions. Tu libères qui? Thomas Tatar. Là, tu donnes un gars comme Tatar qui est un gars de 60 points. Tu donnes un Kotkaniemi qui a le potentiel d'en faire 80. Tu donnes un premier choix. Kotkaniemi 80, on va mettre une pause tout de suite là. Non, mais on parle. Non, mais tu sais, on s'entend. Moi, je vais de l'autre côté, les boys. Moi, je garde un KK avant un Romanov. Lancez-moi les tomates, ça ne me dérange pas.
Avec la profondeur, tant qu'à moi, la position qu'on a le plus de profondeur présentement dans notre pool, c'est le left-handed defenseman. C'est le défenseur gaucher. C'est sûr. T'as Norlander, t'as Harris, t'as Struble qui va être une bête, là, qui va être une machine. Tu viens de drafter Goulet. J'adore Romanov, tabarnouche, mais si quelqu'un m'appelle, il me dit du mot Romanov live up, écoutez-moi, moi je le fais. Excusez-moi, là, moi c'est sûr que je le fais 100%. Je mute soit du bois à la gauche, peu importe, ça tombe ton power forward sur le top 6. Moi, je le ferais. Mais il ne faut pas oublier que oui, c'est le fun d'avoir des prospects qu'on se dit qu'ils vont devenir solides. Ça prend des gars NHL ready qui sont capables de jouer dans la nationale. Romanov, on le voit, il est capable. On ne va pas aller trade. KK, justement, je trouve qu'il a l'air d'avoir de la misère à s'adapter à la glace de NHL. Là. Je trouve qu'il a de la misère à trouver les angles de tir, de la misère à trouver son espace. Romanov, on va dire qu'il est né là-dessus. Là. Fait que moi, je ne le laisserais pas partir. Ouais, mais tu l'as vu, par exemple, le upside dans la bulle, tu sais. Parce que dans la bulle, là, Kéké, c'était un des meilleurs attaquants du Canadien. Il était partout. Là, début de saison plus lent, OK, mais il joue avec Armia. Armia patine pas. J'aime Armia. Il est bon en protection de rondelles, mais c'est tiède, Armia. C'est des bons offside, mais en même temps, bah, tu sais. Ah, c'est bof. Tu sais, Suzuki, lui, il a toutes les chances du monde. Juste le premier powerplay, il joue avec Drouin, il joue avec Anderson. Oui, il monte plus, mais il est plus vieux aussi. Tant que Kéké sera capable de déloger Dano sur le top 6, on va avoir la même conversation encore. Il va avoir des temps de jeu moyens. Puis Suzuki a commencé sur une 4, puis il a monté, puis il a monté. Il a forcé le jeu avec Claude Julien. Ah, c'est ça. C'est ce que Kotkaniemi n'a pas fait. Moi, la raison pourquoi je pense que la transaction n'arrivera pas, c'est qu'on n'a pas de besoin au centre. Exact. Honnêtement. Pour une rare fois, le Canadien n'a pas besoin de centre. Pourquoi vider un club parce que ils sont pas caves, là. Okay? Que Canadien n'est pas cave. Il sait que Montréal. Il y a de plus-value à Montréal. Dubois a 15 de plus de valeur si tu l'échanges à Montréal. Puis je veux pas qu'on vide le club ou qu'on donne plus pour un gars qu'on n'a pas de besoin parce qu'on les a, nos 3 centres. On les a. On a même nos 4 centres. Evans, Adad, depuis le début de l'année. On n'a pas de besoin. Ce que tu me dis, là, j'ai écouté RDS tantôt, puis c'est exactement ce qu'il disait, c'est con. Là. Il dit c'est comme une job un peu. Tu postules pour une job, t'as pas de job, t'en trouves pas. Tu trouves une job, puis là, le lendemain, dans ta boîte d'email, tu as 6 offres de job. Ça fait 20 ans qu'on cherche un centre numéro 1 québécois. À ce temps qu'on est seté pour notre ligne de centre, là, Dubois tombe disponible. C'est pas le moment. Le seul plus qu'il y a, c'est qu'il est québécois. Mais à mener les Québécois à Montréal, ça donne quoi souvent? OK, Dano, ça marche bien, mais tu checkes des gars comme Jonathan Drouin, c'est difficile. Tu as eu des gars comme José Théodore, ça a bien été au début, après ça, il s'est fait sortir. Des gars comme Francis Bouillon, OK, ça allait bien, mais c'est les stars québécoises à Montréal, ça marche pas. Les gars d'énergie, ça marche parce que tu t'attends pas à ce qu'ils scorent des buts. Les Maxime Lapierre, les Steve Bégin. Mais les Dano, pourquoi ça marche? Tout le monde sait son rôle. C'est ça, exact. Mais les stars à Montréal, ça marche pas, puis ça marchera jamais. Parce que les gars sont partout. Ils n'ont plus de vie, ils ont. C'est pour ça que moi, la transaction. Je dis non. Ce qui me fait mal de dire ça, mais je dis non à une transaction pour Je suis d'accord avec vous que dans ce moment, je salais sur Dubois parce que c'est un gars que n'importe qui voudrait, mais présentement, effectivement, on n'en a pas besoin. Puis ça me fait chier de le dire. Je le prendrai n'importe quand. C'est malade. C'est sûr. Bon, on arrive vers la fin. On va faire un petit coin au niveau des recrues favoris Calder. Nos surprises, ceux qu'on pense vont gagner le Calder. Je ne sais pas qui veut se lancer en premier, nous parler un peu des recrues qui l'impressionnent ou ceux à surveiller ou ceux que vous pensez qui vont gagner le Calder tout simplement. Vas-y, mon cœur. Écoute, moi, je pense pas que c'est une surprise. Je vais avec Kaprizov. L'affaire, c'est justement, c'est que c'est un gars qui avait 23 ans déjà. C'est sûr qu'il n'y avait pas la fille, la frenière, un petit gars de titre qui a 19 ans, c'est dur de faire sa place dans un monde d'hommes comparé à un gars qui a 23 ans, qui vient en KHL, il a fait quoi? 33 buts en 57 games l'année passée. Là. Le gars, c'est déjà un professionnel. Il arrive en NHL. Puis, ça me fait un peu penser à la situation Panarin-McDavid. Panarin est arrivé en même temps que McDavid. Ouais. Panarin, était bien mieux entouré, là, on s'entend, quand il est arrivé, mais il avait 24 ans, ça a cliqué tout de suite, c'est plus facile, tu as déjà l'expérience. Ton rôle est plus grand aussi. Un gars comme Lafrenière, 19 ans, joue sur un 3e trio en ce moment. Des fois, il y a du temps de jeu avec Panarin, Zibanejad, mais ils ont beaucoup plus de profondeur à l'attaque. Fait que Lafrenière va moins avoir sa chance que Kaprizov, tandis que Kaprizov va être le go-to guy. C'est ce qui est plate avec les recrues un peu, je trouve que c'est un point chaud parce que, tu sais, on pourrait nommer un Josh Norris présentement qui a 3 points, 3 games. Grosse saison au Rochelle l'année passée, mais le gars, il joue sa première ligue avec Tkachuk puis avec un. Je sais pas qui joue là. Je pense que Tousley, c'est sa 2e. Dadonov, c'est ça. Fait que le gars, il a du temps de glace. Tu sais, on regardait la première saison de Kéké, juste l'année passée, le monde comparait Kéké contre Tkachuk, peu importe. Là, le temps de glace, il y a tellement des situations différentes. Kaprizov, il arrive à 23 ans, il joue les grosses minutes sur la first line. Fait que c'est jamais pareil un peu, là. Ah, exact. Moi aussi, évidemment, c'est mon choix, Kaprizov. Moi, j'irais avec le. Moi, mon choix, c'était Shesterkin avec les Rangers. On va voir comment ça va, mais je pense que déjà. Début de saison difficile, mais le gars, le talent.
Exact. Les Avec Rangers pourraient surprendre. Écoute, Adam Fox, l'année passée, excuse-moi, la nuit passée, là, hier, je ne sais pas si vous l'avez vu jouer, là, il était parti sur la glace. Non, ce gars-là patine, il est fluide. Encore arrière, il passe le puck, la tête dans les airs, il patine avec s'il faut, il fait tout sur la glace. Là. C'en est un autre, ça, qui a choisi son équipe. Là. Écoute, il était lui, c'était Caroline, je pense. Il Caroline, il a dit fuck off, je signe pas avec vous autres. C'est ça, c'est les gars d'NCAA, tu sais. C'est le danger de repêcher un gars américain. Tu sais jamais, Jimmy VC, ça a été un cas de même, t'en as eu plein. Là. C'est ça, t'as le contrôle de ce gars-là pendant 4 ans au lieu de 2, par exemple, il peut retourner le coin. Puis Evans, on était chanceux de le signer, il aurait pu dire fuck off Montréal, je m'en vais. Là. Ouais, c'est ça, surtout pour un choix de 7e ronde comme ça, c'est un vol. Là. Exact. Les sleepers, les recrues qu'on pense pas, mais qui pourraient là, surprendre cette année. Écoute, moi, Zegras, présentement, il joue il était downgrade au Taxi Squad, au HL, peu importe. Là. Je pense que si ce gars-là, il revient avec l'offensive des Ducks, qui est anémique un petit peu, tu as Comtois qui fait de quoi cette année? Sinon, là, il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Écoute, moi, je pense qu'il pourrait surprendre. On a vu son World Junior, le hockey IQ Through the Roof, c'est l'enfer. Je pense que ce gars-là pourrait step up là, 100%. Là. Je sais que Kev, tantôt, tu m'avais parlé là, hors d'onde de Ty Smith. Ty Smith, écoute, c'est toujours plate de voir des défenseurs gagner des trophées comme le Calder parce qu'on veut voir de l'offensive, on veut voir des étincelles. Mais Ty Smith, en ce moment avec le New Jersey, écoute, déjà, troisième pointeur de l'équipe, puis ils n'ont pas peur de donner du temps de jeu, même s'il est jeune. Puis même chose avec un gars comme Romanov qui pourrait peut-être surprendre. Je ne pense pas qu'il va gagner le Calder. Mais tu vois, la confiance d'un gars, c'est pas la confiance d'un gars qui a, je pense, 20 ans en ce moment. Là, on dirait qu'il est là depuis 5 ans. Fait que, exact. Le gars a gagné sa place, on s'entend. Tu sais, une équipe comme les Leafs, là, je reviens pas sur eux autres, là, mais tu sais, Sandin, il est sur le Taxi Squad puis il joue pas. On s'entend que le Canadien a une meilleure profondeur défensive que les Maple Leafs. Là. Tu sais, le gars, il a gagné sa place. Puis Sandin, il pourrait jouer sur les Leafs. Mais tu vois, là, tu sais, Romanov mérite sa place. Là. Vraiment, vraiment solide. Là. Moi, un qui pourrait surprendre, mais qui, jusqu'à présent, m'impressionne énormément, c'est Yegor Serangovic. Je le connaissais Serangovic pas, lui, des Devils. Je ne sais pas la saison. Le gars, 141e overall, sort de nulle part. Mais j'ai écouté les matchs des Devils, là, partout. Il est partout. Un de leurs meilleurs attaquants. Il est physique. Il a scoré son premier but dans la Ligue nationale. Il jouait en 3v3 overtime. Il jouait... c'est le genre de gars sleeper qu'on pense pas puis qui sort de nulle part. Là. Et moi, j'ai hâte. Plus 2 à date, j'ai hâte de voir l'utilisation de Barrett Hayton en Arizona. Le gars au championnat junior avec la Lafrenière, il était partout. 5e world pick cette année. D'après moi, c'est time to shine. Là. Time to shine, surtout avec les Coyotes de l'Arizona. C'est pas l'équipe la plus... J'espère qu'ils le mettent au centre de Hot Dog Field, ça serait pas peur. Là. On va voir ce qui se passe, mon gars. Connaissant les Coyotes, ils vont le mettre 6e défenseur, même si c'est un centre, parce qu'ils ne savent pas gérer rien, comme on l'a vu avec le draft de cette année. On va essayer que personne ne nous pogne. On va drafter un agresseur. Oh, ça va marcher. Ils se sont fait pogner. Le pire, c'est qu'ils le savaient avant de le drafter, mais vu que tout le monde l'a su, ils décident de canceller le contrat. Puis c'est un peu niaiseux. Là. Exact. Donc, boys, je pense que ça ferait le tour pour le premier podcast. Ma foi, ça a été moins... Écoutez, on va poster ça sur la chaîne YouTube. S'il vous plaît, donnez vos commentaires. Qu'est-ce qu'on pourrait changer, les backgrounds, les thématiques, les sujets. Amenez vos idées là-dessus. Exact. Puis soyez mollo. C'est la première. C'est le premier, on va améliorer le côté technique de la chose, c'est sûr. Là, on ne savait pas trop comment faire. C'est le côté qu'on va apprendre. On n'est pas des geeks de l'ordinateur, là, vraiment. Donc, on va poster sa chaîne Twitter. On va se taguer. Il faut aller nous follow aussi si vous voulez plus de contenu là-dessus. Ouais. Éventuellement, c'est sûr qu'on va rendre ça disponible sur les autres plateformes, là, comme on va essayer de mettre ça sur Spotify ou des trucs comme ça, des plateformes de podcast. On va essayer d'en faire un. Moi, mon objectif, c'est d'en faire un. Pardon? La fréquence, justement, une fois. Moi, je dis ça, j'allais dire, je dirais peut-être un podcast semaine. On verra, tu sais. Des fois, peut-être plus si on veut faire des mini-podcasts d'avant-match juste pour parler de la game, puis on veut juste jaser. Des fois, même faire un live stream pendant la game. Voir ce qui nous tente. J'aimerais ça qu'on fasse au moins un gros podcast d'environ une 40aine de minutes semaine. On a d'autres amis semaine, qui vont ait du bon contenu de qualité, puis qu'on ne regarde pas sur ce qu'on dit à chaque jour. C'est ça, exactement. Laissez vos commentaires. Il va y avoir des invités. Hein. On va avoir plein d'invités. Si jamais vous voulez faire partie du show, vous avez exactement. Si c'est des gars qui sont connaisseurs, là, écrivez-nous sur YouTube. On va vous écrire en privé si jamais on veut avoir des invités qui veulent participer. Nous, ça serait super cool que ça soit interactif. Là, pour être fun, on boit 2-3 bières en chum, on jase de hockey, puis let's go. Là. Exactement. Parlant de bière, on va aller s'en ouvrir une, écouter la bonne game Canucks canadien, se coucher tard parce que c'est la réalité de cette année. Dans une demi-heure que ça commence. Oui, exactement. Fait qu'on va aller s'installer, se mettre en bas de pyjama, écouter ça. Oh, et une victoire des Oilers qui viennent de scorer un troisième but en filet désert. Josh Archibald, c'est maintenant 3-1 contre les Maple Leafs. Fallait que je dise que les Oilers allaient finir dernier pour qu'ils battent les Leafs.
Quand Ah, ils les sont Leafs, sur le man, tour, là. excuse-moi, je m'embarque sur Twitter, là, je m'envoierai 2 autres. De live up. Nick Robertson est pourri! Let's go! Ouais, ici, c'est ça qu'on fait aussi, guys, dans les commentaires, très important. On roast les Maple Leafs le plus possible. Toutes les équipes Euh, canadiennes, dans le fond. On roast Kevin parce qu'il aime les Maple Essayez-vous Leafs, pas, ce évidemment. chandail-là va être là à chaque podcast que j'en vois pas un. En fait, commentez contre. Allez-y. Le confinement, on n'a pas le droit d'aller le brûler. Éventuellement, c'est sûr qu'une fois que le confinement va être terminé d'ici 15 ans, on va vouloir faire ça tous ensemble là, dans la même pièce, mais pour tout de suite, ça va être via vidéoconférence comme ça. Questions, commentaires, n'hésitez pas. Partagez si vous êtes fin. Même si on n'est pas les plus belles faces du monde, ça serait apprécié. C'est Donc, cool. pour ça, Salut, moi, je vous Alright. souhaite une bonne soirée. À la prochaine, Prochaine. les boys. Salut.